Bonjour à tous. On est un petit peu en avance, il est 9h29. On va démarrer gentiment dans une petite minute pour laisser à tous le temps de pouvoir se connecter à ce webinaire. On va juste faire une petite confirmation de son. On a déjà testé largement en amont, et pour s'assurer que vous nous entendez bien tous et que vous pouvez voir la présentation que l'on va diffuser avec Alexandre et Eduardo aujourd'hui. Logiquement, ça devrait. Il est 9h30, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, je suis Carmine Hand, directrice de la communication d'Adjuvou. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandre Mézinguel, qui est directeur des activités outsourcing et digital et consulting chez Adjuvou, et d'Eduardo Ferreira, qui est responsable des développements RPA chez Adjuvou, pour parler RPA, et plus spécifiquement de la RPA dans les métiers de la comptabilité. Alexandre, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Alexandre Mézinguel, je suis un des directeurs d'Adjuvou. Adjuvou, on est une société de conseil, on accompagne nos clients dans des activités de staffing, d'externalisation, d'activités RH, finance et achat. Dans le cadre de ces activités, notre objectif est de livrer des prestations de qualité à nos clients et être productif. C'est en ça qu'on a été amené à travailler au sein d'Adjuvou sur la RPA, donc l'automatisation des processus. C'est une technologie de programmation de robots, ce que vous voyez affiché, permettant de réaliser différentes tâches souvent répétitives et à faible valeur ajoutée. Ce qu'il faut retenir de la RPA, et là je vais parler avec mes mots, qui ne suis pas un développeur, la promesse de la RPA, c'est de vous mettre à disposition des outils qui vont vous permettre d'automatiser vos tâches du quotidien. Sans compétences fortes en développement, si je dois résumer, on est plutôt sur la macro Excel ultra développée. C'est pas exactement le bon mot, mais c'est ça. C'est comme ça que je l'ai appréhendé. On considère l'ensemble de votre environnement de travail. L'environnement de travail, ça peut être l'ERP, ça peut être vos logiciels de mail, ça peut être vos bases de données, ça peut être des connexions Internet. Enfin voilà, tout votre environnement de travail est accessible avec des automates et ils vont aller reproduire, si on utilise l'interface graphique, reproduire clairement vos gestes du quotidien. Donc, je me connecte le matin, je saisis mon mot de passe, je vais sur telle transaction, j'extrais les données, je les récupère sur un petit dossier et j'ouvre mon fichier, je lance une macro. Tout ça peut fonctionner avec de l'automatisation. C'est assez simple. Franchement, c'est simple à faire. Même pour un débutant, il faut quand même se former. Il y a des règles à respecter pour le développement, mais c'est une technologie qui est très abordable, accessible à tout le monde. Alors, si on va un peu plus précisément dans le domaine d'application en comptabilité. Voilà, alors on va aller sur les sujets qui vous intéressent. Les robots qu'on peut développer en RPA vont vous permettre d'avoir différents types d'interactions. Je les ai classifiés en deux catégories. La première, c'est autour de la gestion des données, la qualité des données. Ça va vous permettre d'automatiser les extractions, gagner du temps sur cette étape-là. Ça peut permettre aussi de lancer des corrections en automatique de données qui sont dans vos ERP ou dans vos logiciels de gestion de facturation. On peut aussi utiliser les robots pour remplacer des interfaces, donc intégrer des données dans un outil au lieu d'attendre le développement d'une interface. Donc ça, on est vraiment autour de la donnée, le reporting et la donnée. Les gains sur cette catégorie est plutôt qu'on gagne du temps, on gagne en qualité, il y a peu d'erreurs. On peut aussi utiliser
les RPA pour travailler sur le transactionnel, donc venir remplacer le geste d'un collaborateur pour comptabiliser une facture, contrôler une facture, mettre au paiement une facture, si je parle de comptabilité fournisseur. Et là, on va venir réellement coder le processus qui va vous permettre de valider que la facture est comptabilisable. Et voilà, c'est vraiment le transactionnel. On se connecte à l'ERP, on a un identifiant pour le robot, et c'est lui qui fait à la place du collaborateur. C'est ce que j'appelle le transactionnel. Donc là, on est sur des gains de productivité, puisqu'il n'y a pas d'hésitation. Les temps sont toujours les mêmes pour le traitement d'une facture. Et on est aussi dans l'application d'un standard. Le robot n'a pas de variante. Il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Ce n'est pas des robots auto-apprenants qui vont s'auto-coder. Il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière le RPA, il faut le savoir. Il faut lui dire tout ce qu'il va être amené à faire et tous les cas de figure qu'il va pouvoir rencontrer. Comment est-ce que finalement on va utiliser cet RPA en compta? Il y a trois étapes. Alors, dans notre approche, pour utiliser le RPA en comptabilité, le RPA arrive tout au bout et n'est qu'une solution par rapport à votre problématique ou à la problématique qu'on a. D'abord, la première chose, c'est comprendre le problème et le caractériser. Donc, le caractériser, ça veut dire mettre des métriques, savoir le temps qu'on passe pour résoudre ce problème, le nombre d'occurrences, qui est impacté, quelles sont les données d'entrée, quelles sont les données de sortie. Donc, il faut vraiment cartographier le problème et connaître tous les points critiques et les points qu'on va vouloir améliorer. Derrière, avec les collaborateurs qui font, on va réfléchir à une phase d'optimisation et ou de simplification du processus. Peut-être que ce processus, en l'imaginant autrement, on va déjà réussir à réduire une partie du problème ou à gagner en efficacité. Une fois que cette étape est faite et que le processus a été lignifié, simplifié, on va essayer de l'automatiser. Et pour l'automatiser, la première chose à faire, c'est de le remettre dans votre environnement structurant, applicatif. Donc, normalement, les ERP ou vos outils type cockpit qui vous permettent de gérer vos factures. C'est dans ces outils-là que l'automatisation, elle doit se faire. Ils ont été conçus pour, et on doit essayer de faire entrer les processus et les processus dans les ERP. Si jamais votre solution n'est pas couverte par des applicatifs que vous avez, on peut envisager de faire du RPA, de mettre en place des robots qui vont venir, alors soit de manière temporaire, se substituer à l'applicatif. Donc le RPA est alors une solution temporaire en attendant qu'une interface soit développée, que vos fournisseurs fassent les développements qui auront été demandés. Et on peut le faire avec des logiciels du métier. On peut aussi utiliser d'autres outils de programmation, autres que le RPA, pour automatiser ce processus. Le RPA, ce n'est qu'un outil qu'on peut voir soit de manière transitoire, soit définitive, qui va vous permettre d'automatiser le processus. Alors, ça, c'était effectivement les éléments un peu de base, bien le socle d'éléments à retenir sur le RPA. Concrètement, comment ça se passe sur le RPA? Alors, le RPA, la philosophie initiale, c'est de rendre accessible le RPA à tout le monde. Donc l'idée, c'est que l'utilisateur qui a un problème ou un sujet à automatiser doit être en mesure de développer son robot sur son poste et lorsque le besoin se présente, de lancer son robot depuis son poste à la demande ou
de planifier une exécution le matin à 7 heures pour que quand la personne se connecte à 8 heures, ces reportings soient sortis. Ça, c'est ce qu'on appelle les robots au poste. C'est les premiers robots qu'on peut être amené à développer lorsqu'on commence le RPA. On va être sur des processus souvent simples, des petites actions, des petits automatismes. Derrière, l'étape d'après, c'est d'avoir des robots virtualisés, c'est-à-dire que ces robots vont être lancés depuis des serveurs et vont ne vont plus du coup, occuper votre poste le temps de travail de votre poste de travail. C'est-à-dire que quand on est avec un robot au poste, le RPA, lorsqu'il tourne, il prend la main sur votre poste de travail et vous allez regarder le robot travailler à votre place. Si on recherche de la qualité, c'est bien, on aura quelque chose de qualitatif qui va être livré par le robot. En revanche, si on recherche de la productivité et permettre aux collaborateurs de travailler sur d'autres sujets, le robot au poste connaît vite ses limites puisque pendant que le robot travaille, le collaborateur est bloqué. Donc pour ça, on va passer sur des robots qu'on va essayer de virtualiser, déplacer sur des serveurs qui vont être lancés en temps masqué, peut-être pas avec les mêmes interfaces, puisque quand on est sur le serveur, on n'accède pas aux dossiers de la même manière, on n'accède pas aux applications de la même manière, et on peut peut-être se permettre de faire des extractions un peu différentes. Donc on va commencer à faire des robots qui vont peut-être être moins dans la réplication du geste humain, mais sur quelque chose d'un peu plus structuré. Et vous aurez besoin, dans le cadre de ces robots virtualisés, vous aurez besoin assez rapidement d'utiliser alors des planificateurs de robots qui vont pouvoir utiliser au mieux la bande passante de vos serveurs pour que les robots travaillent au bon moment, qu'il n'y ait pas tous les robots qui aient besoin de travailler en même temps et qu'il y ait saturation de vos serveurs et de la bande passante. Donc voilà, il va falloir commencer à gérer ces robots lorsqu'on va passer en mode virtualisé. Sur comment est-ce que finalement tes équipes interviennent? Alors, nos équipes peuvent intervenir de plusieurs manières différentes. Celle qu'on préfère et celle qui est la plus simple, c'est d'intervenir dans votre environnement avec vos licences. Ça résout pas mal de problèmes d'accès et de sécurité, c'est-à-dire qu'on vient travailler, développer le code directement dans votre environnement de travail, sur vos PC, sur vos machines, et il y a quand même une facilité de développement, et ça nous permet d'être plus efficaces. En revanche, ça signifie que vous allez être obligé d'acheter des licences, et si on commence à développer plusieurs robots au poste, ça peut commencer à coûter un peu d'argent. Il faut alors commencer à travailler sur des machines virtuelles pour réduire le coût des robots au poste, et là, on commence à devoir structurer, avoir une architecture pour nos robots à mettre en place. C'est bien de le faire dans votre environnement et c'est mieux de le faire avec vos licences. On peut aussi le faire en travaillant avec vos licences dans le cloud, c'est-à-dire que les licences sont partagées. Donc on n'est pas complètement intégré à votre environnement de travail, on peut travailler à distance, développer pour vous. C'est une facilité que nous offrent les éditeurs de logiciels de RPA actuellement. Ça fonctionne. Il faut savoir qu'ensuite, il y a des échanges avec le cloud et que ça peut poser des problèmes peut-être de sécurité. On peut également travailler avec des outils de programmation que j'ai appelés en libre accès. Il n'y a pas que des éditeurs de RPA qui nous permettent d'automatiser. On peut aussi travailler avec PowerShell, Python, ce genre d'outils qui vont nous permettre d'automatiser des tâches sur vos postes de travail. Et là, on est dans votre environnement. Donc, il y a toute une palette qui nous permet d'intervenir. La plus simple, c'est vous avez avancé commercialement avec un éditeur et vous avez des licences. Et dans ces cas-là, on peut intervenir dans votre environnement.
après, on arrive à trouver des moyens pour développer pour vous et vous mettre à disposition du code pour que vous puissiez l'utiliser. Ok. Sur les interventions, alors j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient arrivées. On déroule la présentation et on traite vos questions juste après, pour ne pas vous laisser en plan avec votre attente. Sur les interventions, en tant que telles, comment ça se déroule? Alors, une intervention, on est en interaction avec votre environnement de travail. Je ne peux pas développer un robot pour un client A et le prendre et le mettre chez un client B. Il y a des spécificités de connexion, on n'est pas capable de faire des copier-coller de robots. Donc, le robot qui doit être développé est forcément customisé par rapport à votre environnement. Donc, on va avoir besoin de comprendre toutes les interactions qu'on va avoir à faire avec vos données et vos applications, mais vraiment concrètement. Derrière ça, on ne fait pas du copier-coller. En revanche, on a déjà développé, si je prends SAP ou Baseware, on a déjà développé des petites briques élémentaires de robots. On sait comment aller se connecter, on sait comment aller extraire un PDF, on sait comment... Voilà, ces petites briques-là, elles ne sont pas copier-collables, mais on les a déjà développées, elles sont réplicables, adaptables, et on va pouvoir aller les customiser par rapport à votre environnement. Et alors, notre méthodologie est donc concrètement, donc on a un business analyst, un consultant métier qui connaît le métier de la comptabilité, qui va venir s'asseoir à côté de votre collaborateur et regarder vos collaborateurs, parce que tout le monde ne travaille pas de la même manière, et regarder clic par clic comment est-ce que le processus est mené. Clic par clic, le temps qu'on met entre chaque clic, s'il y a des temps d'attente notamment, s'il y a besoin d'accès. Donc la méthode, c'est vraiment, on s'assoit à côté de vous, on regarde comment vous travaillez. Quasiment, on pourrait faire une vidéo en fait. C'est la vidéo de comment vous travaillez qui nous intéresse. Et derrière, avec Eduardo et les équipes d'Eduardo, on va venir proposer des solutions d'automatisation qui seront soit du RPA, soit PowerShell pour certains cas ou autres. Et on va venir développer toutes ces briques élémentaires qu'on va vouloir mettre en place chez vous. Chaque brique sera testée d'abord par nos équipes, ensuite, alors, soit dans un environnement de test par vos équipes, soit directement en production si on peut rattraper la facture, par exemple, en cas de KO, enfin voilà, si on peut faire des correctifs, mais en mode pas à pas, on va aller regarder étape par étape ce que le robot fait. Et une fois que celui-ci sera développé, nous allons pouvoir passer ça en prod. Et ce qui est vraiment important, je reviendrai dessus à la fin, c'est qu'il faut ensuite monitorer le travail des robots, suivre ce qu'ils font, suivre les cas d'échec et suivre si la qualité de l'action menée par le robot reste la même au fil du temps. Donc, si je devais vous donner des exemples de robots à développer en comptabilité, je vais essayer de lister des robots plutôt orientés gestion des données et ensuite transactionnels. On a été amené à développer un robot qui va récupérer des factures et des PDF sur un portail fournisseur. Ce robot extrait toutes ces factures tous les matins, les dépose sur un serveur
Et sur ce serveur, ensuite, lance une procédure d'intégration de ces factures dans un logiciel type cockpit qui va permettre de visualiser les factures et de récupérer les données à enregistrer. Donc ça, c'est la belle histoire. C'est assez simple sur le papier. Quand j'explique qu'il faut monitorer ce que fait le robot, ça veut dire que ce robot, dans un premier temps, il est en relation avec le portail fournisseur qui est sur Internet. Enfin, on se connecte à un explorateur. On va se connecter au portail. Donc, il faut déjà qu'on ait accès à Internet ce jour, voilà, au moment d'extraction. Il ne faut pas que le portail ait d'évolution ou qu'il soit en maintenance. Derrière, quand on télécharge, il ne faut pas qu'il y ait d'échec au téléchargement, que les téléchargements aboutissent bien. Ensuite, quand on dépose et qu'on fait notre copier-coller, il faut s'assurer que l'ensemble des fichiers ont été bien déposés. Et ensuite, lorsqu'on passe sur la phase d'intégration, on se connecte à un autre environnement, peut-être une autre adresse Internet. Et là aussi, on peut avoir des échecs de connexion, on peut avoir des lenteurs de connexion. Et après, on reprend chaque PDF et on va aller l'uploader dans l'outil. Donc, ce robot qui peut paraître simple au départ, de dire je fais un petit robot qui me prend mes factures et qui va les déposer dans un nouvel applicatif. En fait, on a développé 7 à 8 étapes assez structurantes, élémentaires mais structurantes, qu'on va venir piloter et monitorer et s'assurer que tout s'est bien passé. Et quand il y a un chaos, essayer de comprendre pourquoi est-ce que le robot a planté. Donc ça, on est sur la gestion de données, ce que j'appelle gestion de données. On est aussi capable de faire des robots sur le transactionnel qui sont beaucoup plus simples. On a le cas sur la comptabilisation de factures, le cas du BL qui est mal renseigné par les équipes sur les quais de réception et qui systématiquement ajoute un caractère, par exemple, ou oublie de supprimer un caractère. Là, on est capable de créer un robot qui, à la demande, pour ce site-là, typiquement, pourrait venir supprimer tous les jours les caractères en trop ou rajouter des caractères si besoin pour permettre derrière la comptabilisation de la facture en automatique. Là, le robot, c'est un robot simple qui va venir préparer, on va dire, la facture pour que celle-ci derrière puisse être comptabilisée en automatique par votre ERP. Le but étant vraiment que le gros du transactionnel soit réalisé par l'ERP. Pas vocation, on n'a pas pour ambition, nous, de développer des robots qui vont venir remplacer l'ERP. On a cette philosophie, j'essaie de dire, d'essayer de préparer les factures pour que l'ERP derrière puisse prendre le relais et automatcher les factures. Donc ça, c'est un robot qui est très simple. Un robot que je vais appeler complexe, c'est un robot qui est capable de lire une facture, faire un constat sur la facture, si elle est comptabilisable ou en litige, et derrière, d'identifier le type de litige, la personne à qui il faut adresser le litige, qui est capable d'aller écrire un mail ou envoyer un workflow, en indiquant les causes du litige, et derrière, s'assurer que ça a bien été envoyé et que le litige est bien parti. Ça, c'est des robots que j'appelle complexes, parce qu'il faut à la fois que le robot s'appuie sur des informations qu'il va aller consulter directement dans l'ERP, s'appuie sur des référentiels type Excel ou autre, d'ailleurs ça peut être dans Power BI, enfin d'autres outils, pour aller faire des contrôles de cohérence, que derrière on ait adressé soit une grille d'adressage, qu'on ait construit une grille d'adressage ou qu'on ait suffisamment bien caractérisé les litiges pour que le robot simplement puisse sans hésitation aller choisir le bon type de litige et la bonne personne à qui envoyer le litige. Donc ces robots-là,
que j'appelle complexes, sont très ambitieux, d'une part, vous apportent beaucoup de productivité, puisque pour le coup, quand c'est bien maîtrisé et sous contrôle, ça marche très bien. En revanche, il y a tellement d'applications, d'échanges et d'interfaces que le risque de défaillance d'une de ces interfaces, de non mise à jour d'une des sources, fait que ces robots complexes vont être peut-être souvent en erreur et vont peut-être pas apporter l'ensemble des résultats qu'on pourrait attendre. C'est en ça que je dis que ces robots-là sont peut-être trop ambitieux par rapport au RPA. Et sinon, on a des robots qui sont capables d'aller lire un RIB et sélectionner un RIB pour enregistrer, pour aller comptabiliser une facture. Voilà. Les robots qu'on peut faire, ils sont, je pense, très adaptés au monitoring pour travailler, on va dire, en temps masqué sur des actions chronophages. Et ça, je pense que ça fonctionne très bien. Ils sont très efficaces sur du transactionnel simple en comptabilité. Et là, franchement, c'est très efficace. En revanche, sur les processus très complexes, voilà, je pense qu'il ne faut pas se lancer dessus tout de suite. Il faut vraiment que les environnements soient très stables, que le processus soit mature pour se lancer sur un robot complexe. Ok. Alors, on va aborder le sujet, la question que beaucoup d'entre vous doivent se poser, c'est-à-dire combien de temps est-ce que ça prend de développer un robot et quel coût ça peut avoir pour l'entreprise? Alors, combien de temps ça prend de développer un robot? Alors, toujours trop. Mais dans les faits, il faut se dire qu'un robot simple, entre le temps d'analyse, de peut-être simplification avant de redesign du processus, de définition de la cible, et ensuite, il va falloir aller coder, tester, documenter ces robots. C'est assez illusoire de se dire qu'en moins d'une semaine, on a quelque chose qui tourne proprement et qu'on est capable de piloter. En dehors du coût des licences, c'est des robots simples, c'est moins de 3 000 €. Sur certaines actions, le ROI est très très vite trouvé. Ça, c'est un robot que j'appelle élémentaire. Un robot complexe, très ambitieux, on peut mettre plus de 3 mois, 4 mois à les développer. On est souvent sur d'autres technologies. On va avoir besoin peut-être d'avoir des planificateurs, enfin des machines virtuelles, puis des robots qui vont planifier d'autres robots. On va avoir un coût de licence qui va être certainement supérieur. Et on est souvent sur plus de 50 000 € et 3 à 4 mois, au moins un trimestre pour un robot complexe, avant que ça commence à fonctionner. Ok. Très bien. On arrive au terme de cette présentation-là. Alors, on avait une question qui nous a été posée et je te la lis. Est-ce que chacun de nous peut programmer et lancer son robot? Oui. D'accord. Oui. Non, enfin, chacun de nous, ça dépend de comment vous êtes outillé. Dans Microsoft, que beaucoup d'entre vous ont, il y a un outil qui s'appelle Power Automate dans la suite Microsoft, qui est accessible à moindre coût, voire gratuit, je pense, pour certains. Et avec cet outil-là, vous allez pouvoir commencer à développer vos premiers robots sur votre poste et le lancer lorsque vous en aurez besoin, ou même programmer un lancement de ce robot. Donc, oui, si vous avez accès à Microsoft, vous pouvez commencer à développer des robots simples. Je n'ai pas parlé des éditeurs, mais Microsoft
avec Power Automate est une solution qui s'enrichit fortement et qui est à disposition de beaucoup. Donc, c'est un des leaders, si ce n'est le futur leader, je pense, de l'automatisation. Et la moins chère. Donc, il va y avoir un effet de masse autour de Power Automate. Sinon, ce qu'on est amené à rencontrer, c'est UiPath, Blue Prism et Automation Anywhere. Voilà, ce sont les trois qu'on rencontre régulièrement. On travaille beaucoup avec UiPath, et dans UiPath, il y a une licence qu'on appelle communautaire, qui est appelée communautaire, qui est téléchargeable par tous, et qui là vous donne accès gratuitement à énormément de fonctionnalités d'automatisation contenues dans la solution UiPath. Voilà. Il y a beaucoup de... Tous les cours sont disponibles pour se former sur leur plateforme. La communauté des développeurs est très très active. Il y a beaucoup d'aides. Donc on peut facilement avoir accès à des technologies d'automatisation. D'accord. Merci pour la réponse. Est-ce que, alors c'est le moment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poster via le chat participant qui est sur le côté droit de votre écran. Et on y répondra avec plaisir. Est-ce qu'il y a des choses que toi tu voulais compléter peut-être? Oui, en attendant, j'avais une conclusion en fait. Si vous pensez que le RPA va travailler toute la journée à votre place pendant que vous allez aller prendre le café, c'est pas le RPA la solution. Le RPA, il ne faut pas être trop ambitieux dans un programme RPA. Il faut savoir sélectionner des processus simples. Quand je dis simple, c'est avec un faible arbre de décision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le robot ait trop de décisions à prendre et d'interactions à avoir. C'est mon avis. Peut-être que les techniciens pensent autrement, mais mon avis, voilà, il vaut mieux viser des processus simples, récurrents, matures. Quand je dis matures, c'est qui ont peu de chances d'évoluer dans le temps. Parce que la moindre évolution d'une interface ou d'un arbre de décision fait que vous allez devoir revenir dans le code et adapter le développement du robot. Donc, mature, plus que mature, je dirais, c'est des processus stables qu'il faut viser. Si vous êtes là dans le cadre de votre activité professionnelle, quand je dis qu'il faut développer des robots simples, très vite, vous allez avoir envie de développer une multitude de robots. Et la gestion de ces robots multiples s'avère réellement très complexe. Donc, très vite, si vous entamez une démarche RPA, il faut se poser la question de l'architecture et la structure de vos robots. Comment est-ce qu'ils vont tourner? À quel moment? Est-ce que votre ERP n'est pas en maintenance la nuit? Enfin, il y a tout un tas de choses, de contraintes à prendre en compte. Et très tôt, développer vos robots en intégrant cette architecture cible pour éviter à faire du rework le jour où vous allez devoir passer à l'étape suivante, on va dire, d'industrialisation de vos robots. Ça peut être très, très lourd en termes de charge de repenser ces robots pour les basculer sur des machines virtuelles. Pensez à la maintenance, toujours. Les robots, ça se maintient. Il faut surveiller. Un robot, une fois qu'il est mis en place, vos processus vont évoluer. Il faut s'assurer que le robot délivre toujours le travail attendu. Et s'assurer que le robot fonctionne bien, c'est quelqu'un qui doit le faire. Donc, il y a des nouveaux rôles qui vont apparaître avec la gestion des robots. Vous allez avoir des personnes qui vont être là pour surveiller leur productivité, surveiller leur chaos, essayer de les améliorer aussi, être peut-être parfois plus efficaces. Voilà, et pensez toujours ensuite à la conduite du changement. Amener un robot sur un environnement de travail, c'est pas neutre pour vous ou vos collaborateurs.
on va se poser la question de comment je les occupe. Donc, l'idée vraiment, c'est d'apporter des robots sur des processus à très faible valeur ajoutée et derrière, de recentrer vos équipes sur des choses plus intéressantes. On a une nouvelle question. En ce qui concerne le RPA qui tourne actuellement automatiquement quotidiennement, pourrait-on retravailler sur le paramétrage avec les équipes, car énormément de spécificités fournisseurs qui ne sont pas prises en compte par le robot? Oui, c'est ce que j'expliquais en fait. Il faut qu'il y ait des retours des utilisateurs sur les robots pour que les développeurs soient mis au courant qu'on a ces problématiques-là et que le robot ne délivre pas complètement le travail attendu. Au moment où on a fait les tests, au moment où le robot a été pensé, peut-être que 100% des cas étaient couverts et que avec l'évolution dans le temps et des activités, le robot maintenant peut-être ne couvre plus l'ensemble du processus et il faut remonter ces points de dysfonctionnement à vos équipes ou aux développeurs pour que les robots soient repensés et réadaptés. D'accord. Un robot n'est pas figé dans le temps, il est voué à évoluer. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on n'a pas d'autres questions? Est-ce que tu voulais compléter des éléments, des choses que tu voulais... Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Il est 10h06. On est on time. Merci à tous pour votre présence, votre participation, vos questions. C'est toujours intéressant qu'on a l'opportunité de pouvoir répondre et échanger avec vous, même si effectivement c'est par chat interposé. Merci Eduardo, merci Alexandre pour votre participation à ce webinaire. Et puis d'autres webinaires sont à venir organisés par Aduvoo sur le RPA, sur le management qu'on a fait la dernière fois. Donc il y a encore beaucoup d'autres sujets à venir. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et de très bonnes fêtes, puisqu'on n'aura pas l'occasion, je pense, de se reparler d'ici là. À très bientôt. Au revoir.